Bonjour à toutes et à tous, et merci aux organisateurs et à l'Institut de Tribune Socialiste et aux deux fondations d'avoir pris cette initiative, je pense nécessaire, car comme l'indiquait Michel, ce dont nous manquons probablement le plus, ce sont des débats, mais des débats incarnés, rigoureux, qui nous permettent de nous repérer, tant que faire se peut, sur un certain nombre de grands défis auxquels nous sommes les uns et les autres confrontés. Le titre qui est indiqué qui a été rappelé par Michel, face au chaos du monde, quelles issues, j'aurais même mis un X à chaos, parce que peut-être y en a-t-il plusieurs, présuppose le fait que nous n'avons pas, nous, je pense qu'on est tous de gauche, les progressistes en tout cas, que nous avons quelques difficultés à nous repérer, que en tout cas, il faut le reconnaître, et nous n'avons pas les réponses toutes faites. Et donc, la première chose à faire, c'est ce que je tenterai dans une première partie de mon intervention, mais je n'utiliserai pas 30 minutes, je pense que le débat est plus important, c'est de revenir à quelques fondamentaux. Et vous me pardonnerez si je suis trop schématique, vous me pardonnerez si j'enfonce des portes ouvertes, mais en même temps, vu l'accélération du temps politique, vu l'accélération des événements à l'international, vu l'eau chaude qui nous est constamment déversée sur la tête par les médias, ou la plupart des médias en tout cas, il est souvent compliqué de se repérer, y compris pour ceux qui font profession de s'occuper des questions internationales. Donc je crois qu'il est nécessaire de revenir à quelques fondamentaux, à quelques grands traits qui caractérisent la période politique actuelle au niveau international. C'est pourquoi, dans un premier temps, je ne reviendrai pas sur les événements qui font de l'actualité. On pourra éventuellement en discuter ensemble si vous le désirez, parce que je crois que c'est important. Je crois que la première caractéristique de la situation internationale, c'est l'apparition d'une nouvelle hiérarchie des puissances. Et c'est essentiel. On s'en souvient, avant la Première Guerre mondiale, l'Europe dominait la planète. Sur une bonne partie du XXe siècle, même si là encore je schématise, les États-Unis ont pris le relais. Et je crois que même si les États-Unis garderont dans les années à venir, ou les décennies à venir, une place importante, eh bien le XXIe siècle sera probablement dominé par de nouveaux géants dans l'échiquier ou sur l'échiquier international. La Chine, bien sûr, l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Inde, le Brésil, l'Union européenne a discuté, mais je pense que ça va être un sujet de discussion entre nous. Aujourd'hui, si l'on prend les 6 premiers pays en termes de puissance économique, il y en a 3 qui sont européens, encore. Il est clair que d'après les projections que nous avons, en 2030, mais 2030 c'est demain, c'est dans 15 ans, il n'y aura plus aucun pays européen pris isolément dans ces 6 premières puissances économiques. Alors si on compte l'Union européenne en tant que telle, oui, elle sera dans les 6 premières puissances, mais le calcul est un peu trompeur. Là aussi, il faudra peut-être, je ne sais pas si c'est prévu dans le site, une séance spécifique à l'Union européenne, et on pourra l'aborder dès aujourd'hui. Et en 2050, alors c'est après-demain, mais c'est quand même pas très éloigné de nous, 35 ans, parmi les 30 premières économies, il y aura une vingtaine qui seront des pays dits émergents. En réalité, des pays émergés, ils seront émergés. On assiste donc, et c'est là où je veux en venir, à un bouleversement de la géographie mondiale de la puissance. Ça, c'est la première chose qu'il faut constamment avoir à l'esprit, parce que cela a des conséquences politiques dès aujourd'hui, en termes d'initiative, en termes de rapport de force, en termes d'alliance, de contre-alliance, etc. La deuxième caractéristique de la situation internationale, c'est la modification de ce système. En fait, nous savons, Michel le rappelait très rapidement, que pendant plusieurs décennies, nous avons vécu dans un monde bipolaire, c'était l'époque de la guerre froide. Après la chute, l'implosion de l'Union soviétique et du bloc soviétique, pendant quelques années, nous avons vécu dans un monde qu'on a qualifié d'unipolaire, mais ça n'a pas duré très longtemps, où les États-Unis, clairement, s'imposaient à l'ordre du monde. Et désormais, il me semble qu'aucune puissance
ou voire groupe de puissance n'est en situation de s'imposer. On est dans un monde que certains souhaiteraient multipolaire et organisé. Je crois que nous n'y sommes pas encore. C'est un défi, c'est un combat, c'est éventuellement un projet, là aussi à discuter, mais actuellement nous sommes plutôt dans la situation d'un monde zéro polaire ou apolaire. Je ne sais pas quelle est la meilleure définition, la meilleure expression, et même si évidemment il existe à ce jour et dans les années à venir des États plus importants, plus influents que d'autres en tout cas, je crois qu'on ne peut plus considérer qu'aujourd'hui, deux États ou un groupe d'États soient en situation d'imposer leur volonté au reste de la planète. Et je crois que justement un des objectifs du camp des progressistes, dans sa pluralité, c'est de favoriser un monde multipolaire, mais qui serait organisé, qui serait structuré, car de ce point de vue, aujourd'hui, on peut considérer qu'il y a une totale désorganisation, ou une large désorganisation. Et on voit d'ailleurs la difficulté pour l'ONU, ou ce qu'on appelle la communauté internationale, à agir efficacement pour régler un certain nombre de crises, ce qui entraîne des tragédies terrifiantes, la Syrie bien sûr, la Libye, mais la Palestine aussi, et on pourrait multiplier les exemples. Troisième caractéristique de la situation internationale, c'est ce que je pourrais appeler, faute de mieux, la dispersion de la puissance. Que veux-je dire par là? C'est que, bien sûr, les acteurs armés non étatiques, les groupes armés autonomes, ce n'est pas une nouveauté sur le champ des relations internationales. Mais ce qui est quand même assez nouveau, c'est que des organisations comme Al-Qaïda, comme l'AQMI, dans le nord de l'Afrique, comme Boko Haram, et bien sûr comme Daesh, sont autant de défis qui sont lancés aux États tels qu'ils existent aujourd'hui. Et la conséquence de cela, c'est qu'on voit, en tendance bien sûr, une sorte d'affaiblissement des États dans la période récente. On constate que bon nombre d'entre eux voient leur autorité politique sapée, à la fois par des problèmes économiques, ça renvoie à ce qu'évoquait tout à l'heure Michel, mais aussi par l'affirmation d'identités séparées. Alors ce n'est pas ce qui manque, notamment au Moyen-Orient, mais pas uniquement, des luttes de revendications nationales. Bon, les Palestiniens, bien sûr, sont le cas d'école, mais les Kurdes aussi, on peut y penser, et puis là aussi, on pourrait multiplier les exemples. Et puis, dans le pire des cas, ces États peuvent être aussi, et ça devient une situation quand même maintenant non exceptionnelle, c'est la multiplication des guerres civiles. Pour autant, cela ne signifie pas que ces États s'effondrent purement et simplement. Alors certains s'effondrent. En Libye, par exemple, il n'y a plus d'État. C'est un fait, c'est une situation d'anarchie au sens le plus littéral du terme. Mais ce que je veux dire, c'est que l'affaiblissement des États implique qu'ils deviennent finalement la proie plus facile de groupes armés, de réseaux transnationaux, y compris mafieux, qui ont désormais malheureusement une importance de plus en plus grande dans notre évaluation de l'évolution des rapports de force. Donc, émergence et affirmation de nouvelles puissances, dépolarisation du monde, si vous me passez l'expression, dispersion de la puissance sont trois grandes caractéristiques que nous devons avoir à l'esprit parce que la conjugaison de ces trois tendances conduit à une situation globale que l'on pourrait résumer sous une formule: il y a davantage de force à contrôler et de moins en moins de force pour le faire. Donc c'est un défi. Ce constat, bien sûr, amène à considérer, et en ce sens le titre de la réunion de ce soir est parfaitement à propos, à un univers, une planète soumise à de fortes turbulences, des menaces, des instabilités, ce qui induit, il ne faut pas sous-estimer cet aspect, un sentiment d'inquiétude sur l'avenir. C'est un sentiment qu'on peut constater, que nous pouvons avoir nous-mêmes et qu'on peut constater dans les débats, les discussions auxquelles nous participons les uns et les autres. Par ailleurs, et là j'aborde un autre aspect de ce que je veux évoquer très, très brièvement, et c'est un problème pour nous qui sommes en France, qui militons en France pour beaucoup d'entre nous, et que les Occidentaux, les puissances occidentales n'ont pas su, n'ont pas voulu voir, ou ont mis très longtemps à comprendre,
ou ont compris imparfaitement, et je crois que c'est un phénomène majeur de notre époque, c'est la fin du monopole des Occidentaux, c'est la fin de l'hégémonie des Occidentaux dans la conduite des affaires du monde. Alors évidemment, cela ne signifie pas, je l'ai indiqué il y a quelques minutes, que pour autant les puissances occidentales vont disparaître purement et simplement. Évidemment non. Nombre d'entre elles vont continuer à avoir un rôle influent sur la marche du monde, mais ce qui me paraît intéressant, ce qui me paraît important, c'est que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on peut considérer que tous les peuples sont actifs, politiquement actifs. Et que le rôle des Européens qui dominaient le monde depuis le XVIe siècle, le rôle des Américains qui ont dominé une bonne partie du XXe siècle, même s'il y a eu la période bipolaire qui rendait pour les Américains les choses un peu plus compliquées, eh bien, cela signifie de nouvelles façons de se mouvoir, de se concevoir dans nos relations par rapport au reste du monde. Alors évidemment, c'est compliqué à admettre. Peut-être pas pour nous, mais pour une autre partie de ces puissances occidentales. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que pour réagir à cette situation, il y a, et là encore je schématise à outrance, vous me le pardonnerez une nouvelle fois, il peut y avoir deux types de réactions politiques, voire peut-être même psychologiques, mais je ne suis pas psychologue, donc je ne me hasarderai pas sur ce terrain. C'est que, d'une part, il peut y avoir une réaction que j'appellerais nationaliste radicale ou néoconservatrice. C'est ce qui a été parfaitement incarné par les administrations Bush à l'époque, et ce qui est incarné par de nombreuses forces politiques en France et dans bon nombre de pays malheureusement. C'est une position politique, un courant politique qui conçoit une sorte d'aversion envers toute forme de dilution de la souveraineté, qui conçoit une vive aversion à l'égard de toute forme de multilatéralisme, et qui incarne une conception brutale, unilatéraliste des relations avec le reste du monde, voire même avec ses alliés. Et de ce point de vue-là, Bush était un exemple presque parfait, malheureusement parfait. Cette école de pensée, qu'il ne faut pas sous-estimer, exprime souvent la conviction que les contradictions du monde se résolvent par la force militaire, y compris d'ailleurs, comme l'expliquaient les néoconservateurs à l'époque, de façon préventive. Mais il peut y avoir une autre réaction. C'est une réaction plus affable, plus préoccupée, apparemment de façon déclaratoire, des droits de l'homme, de la démocratie, mais qui est presque une conception naïve des relations internationales. C'est ceux qui considèrent qu'on peut étendre graduellement, sans trop d'à-coups, la démocratie à travers le monde. En quelque sorte, et c'est très fréquent au sein de l'Union européenne, ce serait une sorte de projection des modalités de fonctionnement sur le reste du monde. Alors c'est notamment incarné par des individus comme Bernard Kouchner. Rappelez-vous, à l'époque, le théoricien ou pseudo-théoricien du devoir, du droit d'ingérence, qui était en quelque sorte une sorte de version moderne de la mission civilisatrice chère aux colonialistes de tous bords. Ces deux attitudes, il y en a sûrement d'autres, j'essaye d'aller à l'essentiel, qui sont apparemment très différentes, voire opposées, elles ont quand même un point commun. C'est que ces deux conceptions de l'avenir des relations internationales considèrent que finalement ce seraient toujours les Occidentaux, les puissances occidentales qui seraient l'alpha et l'oméga des rapports internationaux et qui organiseraient la planète selon leurs intérêts, leur bon vouloir. Je crois que c'est un mythe que nous devons combattre, sans agressivité inutile, évidemment, mais il faut politiquement combattre ces deux conceptions qui semblent antagoniques, qui sont en réalité complémentaires, et qui partent de cette même perception du rapport de l'Occident au reste du monde. Alors bien évidemment, et j'espère que vous me comprenez, je ne suis pas là pour minimiser l'importance des droits démocratiques individuels ou collectifs, je ne suis pas là pour minimiser ce que constitue le combat pour les droits de l'homme, et évidemment, nous devons apporter notre soutien à ceux, à celles qui, à travers le monde, souvent dans des conditions difficiles, se battent sur ces valeurs. Mais il faut aussi comprendre que pour beaucoup de militants, pour beaucoup de peuples à travers le monde, les droits de l'homme sont souvent perçus comme un instrument d'ingérence de la part des grandes puissances au sein des pays du Sud, comme on dit pour aller vite. Et que c'est perçu souvent comme un moyen
de préservation de leurs intérêts, de leur domination pour les Occidentaux. Le résultat, c'est que ce que les Occidentaux, parfois honnêtement, considèrent comme des valeurs universelles est souvent source de méfiance dans d'autres parties du monde. Et si on ne comprend pas cela, on est dans l'incapacité de se projeter politiquement de façon positive, multilatérale et partenariale avec les autres parties du monde, avec les autres continents. Au passage, nous sommes exactement, peut-être tu en reparleras, dans la même situation à propos de la démocratie. Que nous a-t-on expliqué, notamment à propos de l'Irak, que nous allions amener, enfin c'est Bush qui disait cela, la démocratie. Mais jamais la démocratie ne peut se décréter, jamais la démocratie ne peut se constituer, se construire par une volonté extérieure, et sûrement pas en tout cas dans les soutes des bombardiers américains ou autres. Et donc toutes ces falaises qui ont été propagées par les néoconservateurs qui voulaient reconfigurer remodeler le Moyen-Orient, reshaping the Middle East, évidemment, sont un poison mortel quand on veut s'occuper de relations internationales. Mais j'ai évoqué Bush à plusieurs reprises, il faut quand même aussi savoir balayer devant notre propre porte, et ce que la France, ou tout du moins les autorités politiques françaises, ont fait en Libye, par exemple, c'est hier ou avant-hier, relève exactement des mêmes logiques. Exactement des mêmes logiques. Donc nous n'avons pas de leçon à donner aux autres, il faut aussi apprendre à saisir les contradictions du pays dans lequel on habite et éventuellement on milite. Je crois que vouloir imposer nos conceptions démocratiques sur le reste du monde serait assez vain, et en plus aboutirait presque immanquablement au résultat inverse à celui éventuellement escompté. Car encore une fois, il y a des hommes et des femmes honnêtes qui pensent cela. Il n'y a pas que des gens manichéens. En tout cas, je crois que c'est là aussi quelque chose qu'il nous faut combattre de façon raisonnée et raisonnable, et pour éviter tout dérapage qui n'irait pas dans le bon sens. D'autant que, facteur aggravant, les mêmes Occidentaux ont souvent une conception assez singulière de la démocratie. C'est-à-dire qu'ils sont pour la démocratie, mais ils s'arrogent le droit de juger ce qui est bon ou mauvais. Un seul exemple, la Palestine. Rappelez-vous, en 2006, quand il y a eu des élections législatives dans les territoires palestiniens, que tous les observateurs, et ils furent bien nombreux à l'époque, avaient considéré que malgré la situation d'occupation de la Palestine, des territoires palestiniens, ces élections s'étaient tenues techniquement correctement. Mais rappelez-vous, c'est le Hamas qui est sorti vainqueur de ces élections. Et immédiatement, les États-Unis et l'Union européenne à sa suite ont décidé que ce n'était pas bon, et ont décidé de lever une partie de l'aide, du soutien apporté aux Palestiniens, parce qu'on considérait que le Hamas n'était pas bien pensant politiquement. Donc non seulement on a une vision fausse, et enfin quand je dis on, c'est un nom de majesté, c'est pas nous, et pas les présents ici, mais c'est quand même un substrat de société politique. On considère qu'on est en situation d'apporter la démocratie de l'extérieur, mais en plus on s'arroge le droit de juger de ce qui est bon ou pas bon pour tel ou tel peuple. D'autant que là aussi, c'est assez sélectif et qu'il y a toujours un deux poids deux mesures, et qu'on a été capable de critiquer les résultats des élections en Palestine en 2006, mais que je n'ai pas entendu les mêmes critiques lors des dernières élections organisées en Algérie ou en Égypte, par exemple, dans la toute dernière période, suite au coup d'État militaire du maréchal al-Sisi en Égypte notamment. Donc vous voyez que si nous n'avons pas en tête, et je pense que ce sont des rappels, ce ne sont que des rappels, mais nécessaires pour tenter de trouver une orientation et de se doter d'une boussole. Alors ces choses étant dites, j'aimerais aussi, parce qu'on ne peut pas rester seulement au niveau des principes, tracer quelques pistes que je soumets au débat, bien évidemment. Je ne prétends pas du tout avoir les recettes pour nous orienter. Ce serait une grande prétention de ma part. Mais quelques points de repère aussi concrets. Je pense que pour la France, puisque c'est quand même un sujet de préoccupation majeure, même si on se meut dans les relations internationales, il faut aussi, je crois, rappeler que pour la France, il est nécessaire de ne jamais oublier que nous sommes un pays qui est marqué par son histoire,
qui a ses zones d'ombre, mais qui a aussi ses zones de lumière, et que nous avons une prétention à l'universel. Et quand je dis cela, ce n'est pas pour renouer avec des vieilles lubies colonialistes, entendez-moi bien. Ce que je veux dire, c'est que la France, pour déterminer sa politique extérieure, se doit de se concevoir elle-même comme faisant partie intégrante de la grande famille des nations humaines. Mais si je dis cela, ça peut paraître un peu lyrique, mais c'est que nous ne sommes pas, en premier lieu, partis aux familles occidentales. J'entends politiquement. Et c'est un débat très important. Rappelez-vous Sarkozy, quand il était à la tête de l'État, n'arrêtait pas de nous expliquer que la France faisait partie de la famille occidentale. C'est quelque chose qu'il nous faut combattre. Bien sûr, nous faisons partie des puissances occidentales, mais politiquement et avant tout, je pense que nous devons raisonner mondial, que nous devons raisonner universel. C'est assez important en termes concrets. Cela signifie en d'autres termes qu'il faut continuer à refuser toute forme d'alignement sur quiconque, qu'il était totalement condamnable de réintégrer le commandement intégré de l'OTAN, et qu'on doit aussi se poser aujourd'hui, et ce n'est pas seulement la question du commandement intégré, de savoir s'il faut rester dans l'OTAN. L'OTAN, quand même, pour mémoire, est une organisation qui s'est constituée, bien sûr, au moment de la guerre froide. Cette guerre froide a disparu depuis bien longtemps, mais pourquoi l'OTAN existe encore? On sait bien, l'OTAN, pour aller vite, c'est le bras armé des États-Unis, dont je rappelle quand même ces États-Unis, qui possèdent à travers le monde 700 bases militaires, et que ces États-Unis, à eux seuls, dépensent encore la moitié du matériel d'armement militaire par rapport aux dépenses mondiales. Et qu'évidemment, ce sont les États-Unis qui donnent le là pour toute décision prise par l'OTAN. Avons-nous, oui ou non, intérêt à rester dans l'OTAN? Je ne le pense pas pour ma part. Il nous faut donc développer une politique de non-alignement. Il nous faut donc éventuellement, mais ça c'est très concret, nous battre pour une sortie de l'OTAN. Et il faut, en positif, attacher une importance particulière, je crois, à ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire aux pays émergents, pour développer un monde multipolaire et un monde multilatéral. Et d'ailleurs, à ce propos, je crois que ce serait une erreur que de se laisser enfermer dans l'Union européenne. L'Union européenne, je la conçois pour ma part, mais je sais que c'est un débat, comme une instance, une organisation, à géométrie variable. Si nous attendons de nous mettre d'accord à 28 pour décider une chose, on ne décidera jamais rien. Et quand j'entends parler de la politique extérieure européenne, la politique européenne commune, je pense que là, il y a de l'intoxication. On essaie de nous enfumer, si vous me passez l'expression. Jamais, malheureusement, c'est peut-être un objectif à terme, à long terme, mais il n'y aura pas de politique européenne parce qu'il y a 28 États, et c'est bien logique qu'ils défendent leurs intérêts nationaux. Alors on peut, de façon souple, à géométrie variable, prendre des initiatives communes avec telle ou telle des puissances constitutives de l'Union européenne. Mais ces quelques remarques qui sont très concrètes, elles ont une grande importance quand on veut tenter de développer une ligne diplomatique, une ligne d'initiative dans les relations internationales différente de celle qui était développée par Sarkozy et qui est aussi développée, à mon avis, par M. François Hollande. Alors évidemment, cela aussi nous renvoie, mais là je vais aller très vite, à un vieux clivage que certains ont l'habitude de résumer sous la formule au cours des dernières années, la ligne gaulo-mitterrandiste contre la ligne occidentaliste ou atlantiste. La formule vaut ce qu'elle vaut, comme toute formule elle est réductrice, mais ça nous renvoie là aussi aux questions de souveraineté et d'indépendance nationale contre tous ceux qui pensent qu'on ne peut exister sans le leadership des États-Unis. Et je peux vous affirmer que par mon boulot, par mes responsabilités au sein de l'IRIS, je rencontre souvent des gens du ministère de la Défense ou du ministère des Affaires étrangères, et qu'au sein de ces deux grands ministères régaliens, eh bien, ce que j'appellerais moi les néoconservateurs à la française, ils sont organisés et ils marquent des points, y compris avec des ministres dits de gauche. Et que c'est assez inquiétant quand on voit les postes de responsabilité au sein de ce ministère de la Défense. C'est pas
pas véritablement ce que j'appellerais des progressistes ou des gens favorables à une nouvelle organisation du monde. Donc il y a un combat politique. Alors l'actualité aujourd'hui, avec la venue du président iranien, est assez savoureuse. Rappelez-vous quand même les positions qui ont été développées par la France, qui n'ont quand même pas été les plus allantes pour trouver une forme de compromis nécessaire, on y est quand même parvenu, avec l'Iran. Mais, ça ne vous a pas échappé, M. Fabius n'était pas très allant pour trouver un compromis avec l'Iran. Mais évidemment, quand on replace cela dans le contexte moyen-oriental et des bonnes relations avec l'Arabie Saoudite et le Qatar, et avec Israël, on comprend pourquoi, malheureusement, la France n'était pas très allante à réintégrer l'Iran dans le jeu international. Alors le compromis a été trouvé le 14 juillet, c'est sûrement un pied de l'histoire, cette date, et aujourd'hui, sans honte et sans vergogne, nous accueillons aux bras ouverts, ce qui est une bonne chose, le président iranien. Troisième chose, je crois qu'il faut que nous apprenions collectivement à avoir le sens du temps. Et je m'applique cette tentative. Précisément. C'est bien à propos, cher ami. Alors je vais donc aller très vite pour conclure. Le sens du temps, c'est, enfin j'y insiste quand même brièvement, c'est résister comment dirais-je, à la diplomatie de l'émotion compassionnelle, aux émotions. Il faut remettre la politique au poste de commande. Et je pense que ce n'est pas avec des leçons de morale qu'on reconstruira, qu'on refondera une politique extérieure. Alors là, le record avait été commis par François Hollande, rappelez-vous, en 2013, quand il y a eu l'utilisation d'armes chimiques en Syrie, qu'il avait été question à un moment donné d'aller bombarder Bachar el-Assad, ou les troupes de Bachar el-Assad, et que François Hollande avait expliqué qu'il fallait punir Bachar. Comme si les relations internationales consistaient à punir qui que ce soit. Et d'ailleurs, Laurent Fabius, à la même époque, un peu avant, je crois que c'était fin 2011, début 2012, lors d'une visite dans un camp de réfugiés, syriens en Syrie, avait déclaré « Bachar el-Assad n'aurait jamais dû naître sur cette terre ». Enfin, où est-on? C'est pas que j'ai un grand amour pour Bachar el-Assad, et la question n'est pas là. Donc, pour conclure, ce sera mon dernier mot, je crois qu'il faut tenter, et là c'est bien général, de se doter d'une vision, mais qui tente de s'appuyer sur les quelques éléments très modestes que j'ai évoqués, qu'il faut faire preuve d'imagination probablement, et qu'il faut surtout une volonté politique, et ne pas hésiter à s'affronter à ceux ou celles des puissances qui ne correspondent pas aux intérêts de notre pays. Enfin, et dernière chose, et ça sera mon dernier mot, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais pour ma part, j'en ai un peu assez, qu'à longueur de débat, que ce soit dans les médias ou dans les enceintes politiques, on n'arrête pas de nous parler de la communauté internationale, la communauté internationale. Et la communauté internationale, je peux le regretter éventuellement, mais elle n'existe pas. C'est probablement un projet, un beau projet, mais là aussi, ne nous leurrons pas. La communauté internationale est à construire, et dans les formes actuelles et au vu des rapports de force qui existent, elle n'existe pas encore. Donc là aussi, apprenons à raisonner à la fois national, européen et mondial, mais sans nous retrancher derrière de belles formules qui n'ont pas de réalité. Merci.